Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous Inspiration Formation, proposé par la région pour imaginer ensemble la formation de demain. Je suis Marie Clermay, chargée d'animation au Grève Bretagne. Nous sommes ensemble aujourd'hui pendant 1h30, soit jusqu'à midi. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons repenser la place des apprenants en formation et parler co-construction. Nos intervenants vous aideront à passer de l'idée à l'action grâce à des clés, des méthodologies et des exemples concrets. Notre objectif est simple, que vous vous projetiez et repartiez avec des idées d'action pour vos propres contextes de formation. Récemment, j'étais moi-même dans la posture d'apprenante. Le formateur a demandé dès le début quels étaient nos besoins pour adapter son programme pédagogique. Vous connaissez, je pense que ça vous parle. J'ai naturellement pensé à cette conférence. Et on s'est félicité en plaisantant, en se disant qu'on était en train de faire de la co-construction. Je lui ai assuré qu'on saurait si notre intuition était la bonne aujourd'hui grâce à nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Christine Yorka, docteur en sciences de l'éducation et experte des multimodalités en formation, des pédagogies actives et interactives. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on a déjà travaillé ensemble autour des espaces d'apprentissage et aujourd'hui nous allons donc parler co-construction en formation. Bonjour Merci de Christine. l'invitation. Je suis ravie de vous retrouver effectivement parce que c'est une extension de la réflexion sur les espaces ou un mariage, on va dire. On ne peut pas penser espace sans penser posture et participation de l'usager. On y, bien sûr, reviendra tout au long de nos échanges. Merci. Et Maxime Foll, bienvenue également. Vous êtes coordinateur et responsable de l'organisme de formation du Jardin des Mille Pas à Rennes. Et votre Bonjour, témoignage... merci pour l'invitation. Bonjour. Et votre témoignage résonne avec les questions actuelles. Comment, quand et pourquoi impliquer les apprenants et les parties prenantes de manière plus générale dans les parcours et dans la construction des formations? Qu'est-ce que cela produit, notamment en matière de transmission, d'inclusion et d'autonomie? Et avant de démarrer ce webinaire, on en parlait aussi, on évoquait l'intelligence artificielle, c'est le sujet du moment. Et en fait, l'autre sujet du moment, c'est l'humain, c'est les rôles des différentes personnes qui interviennent dans les formations. Donc c'est bien de ça dont il va s'agir aujourd'hui. Nous allons démarrer avec vous, Marie-Christine. Pourriez-vous nous donner des premiers éléments sur la co-construction en formation et pourquoi c'est intéressant de se poser cette question aujourd'hui? Oui, effectivement, quand on a discuté ensemble du thème, la première idée était de voir comment c'est enraciné dans un changement de contexte. Euh, Peut-être de plus en plus les participants au système de formation, qu'on peut appeler les usagers, les bénéficiaires, les stagiaires, vous voyez, toutes les appellations qui vont finalement assigner des rôles, ont envie, d'ailleurs on verra comment on les appelle, ont envie de positions plus égalitaires, même si on est d'accord qu'on reste dans une position dite asymétrique, où on n'est pas à égalité dans le système de formation, dans la mesure où l'organisme de formation et le concepteur, conceptrice de formation vont concevoir, prépenser un dispositif et inviter le participant à justement participer à quelque chose de ce dispositif. Et on va voir avec Maxime que on peut les inviter plus ou moins tôt dans cette pensée du dispositif, voire très en amont. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire de pas mal, c'est analyser les besoins en amont de la formation et, comme vous le disiez, Marie-Claire, repenser ou revisiter les objectifs au début de la formation, ce qui est déjà pas mal. Et on va voir qu'on peut aller plus loin. Dans la santé, par exemple, il y a un nouveau dispositif qui est mis en place depuis 4-5 ans, qui émerge de plus en plus, dans plus précisément l'éducation thérapeutique du patient. On va parler de patient partenaire, faisant appui, si vous voulez, sur l'expérience qu'a le patient ayant une maladie chronique, du vécu de sa maladie. Et les patients partenaires arrivent très tôt dans la conception des dispositifs éducatifs qui sont destinés, si vous voulez, à accompagner anglo-saxon dont on s'est saisi, nous, en France, avec l'idée que je vais apprendre entre pairs, la construction des savoirs va se faire par l'expérience de l'autre, et l'objectif est de renforcer justement cette posture collaborative de l'apprenant. Donc on est, pour finir ce petit bout d'intro, dans un contexte social et d'envie de changement de posture de la part des usagers,
mais aussi un début de volonté d'associer plus en amont les personnes à la construction, au vécu, et on va le voir avec Maxime, et à l'évaluation des dispositifs de formation et d'accompagnement. Voilà, pour démarrer. Merci, bah, c'est un beau programme. Maxime, justement, donc vous travaillez au Jardin des Mille Pas à Rennes. Et donc, est-ce que vous pouvez bah, nous parler du jardin, de ce que vous proposez, notamment des formations que vous proposez? Ouais, ça marche. Du coup, moi, Maxime, je suis donc coordinateur et puis responsable de l'organisme de formation. Alors, pourquoi je dis responsable de l'organisme de formation? C'est qu'on a plein d'activités au sein du jardin. Moi, j'étais pas du tout issu de l'ingénierie de formation ou des dispositifs de formation. Je suis plutôt écologue de formation, donc pas du tout du domaine. Au jardin des Mille Pas, donc on a un jardin pédagogique où on fait des activités à la fois de production, donc on produit des légumes, des plantes aromatiques et médicinales, mais on se sert de ce support pour faire de l'animation et de la formation euh, à différents niveaux, des enfants, des personnes amateurs ou effectivement des gens qui veulent se lancer dans l'agriculture vraiment en début de parcours. Donc nous, on n'a pas une formation qualifiante, on est dans la pré-qualification. Et du coup, on accompagne des personnes qui ont différents profils, hein. Ça peut être des gens en reconversion, des personnes très éloignées, on va dire, de l'emploi ou des jeunes déscolarisés. Et du coup, on propose un dispositif de 4 mois qui s'appelle 1000 pas vers la ferme. Donc voilà, nous, on accompagne vraiment à la transition d'un parcours professionnel. Et c'est un dispositif donc qui est de septembre à janvier. Et l'idée, c'est que derrière, ils puissent soit s'installer en agriculture, soit partir vers du salariat, soit tester différentes pratiques encore agricoles. Donc c'est vraiment de l'accompagnement, de la formation, on va dire, pour définir un projet professionnel. Merci. Et évoqué, pardon, le fait aussi qu'il y avait plusieurs types de partenariats et aussi que vous aviez un ancrage territorial très fort. Ouais, alors je vais y revenir après un peu plus longuement sur la deuxième partie, mais c'est quand on a construit ce dispositif, parce on n'a pas du tout de référentiel quand on fait de la préqualification, on construit, ça c'est un avantage, hein, vraiment un référentiel pédagogique à partir des besoins du territoire et à partir des besoins des usagers. Donc on a vraiment ces deux échelles-là. On a commencé à co-construire vraiment le projet en préfiguration 1 an avant la première session. Et donc, on a pris le temps de bien définir c'est quoi les besoins du territoire, mais aussi de bien analyser les besoins des usagers en les faisant participer en fait à des comités de programmation en amont. Et donc, c'est vraiment l'idée de faire participer des OF qui sont dans la même thématique que nous, même les financeurs hein, qui viennent aussi participer à la co-construction, des futurs stagiaires, bénéficiaires ou usagers on n'a pas vraiment défini le mot hein, pour les qualifier. Mais aussi d'autres prescripteurs, vraiment plein de parties prenantes qui font partie aussi du dispositif actuellement. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le territoire et pour nous c'était important de bien construire cette formation avec l'ensemble des parties prenantes, usagers, mais aussi intervenants, financeurs, prescripteurs, des personnes qui sont de près ou de loin en lien avec ce dispositif et ces thématiques professionnelles, on va dire. Merci beaucoup. Avant de se plonger plus en détail dans les différentes étapes des parcours et de ce que vous avez mis en place, Marie-Christine, avec quelle théorie est-ce que vous pouvez faire un parallèle sur ce qu'on vient d'entendre et sur ce qu'on va entendre après? Ben, ce qui m'avait marqué, c'est la question des comités de territoire dans lesquels on inclut les usagers et qui se trouvent finalement en discussion et pas en confrontation. Et ça, c'est intéressant, mais porteurs de leur point de vue par rapport à comment vous les amenez à repérer leurs besoins et ce, longtemps avant, parce que souvent on est, tu vois, dans une pression. D'une analyse de besoins qui finalement se fait tellement coller au dispositif qu'on n'utilise pas tant que ça. Ça me faisait revenir aux théories, un aspect plus psychopéda et ce qu'on va appeler l'apprentissage émancipateur. Et en particulier, c'est des théories de Freire et de Boal qui sont
justement, c'est intéressant, c'est des Brésiliens, donc Augusto Boal qui a développé le théâtre de l'opprimé et Paulo Freire qui a développé la pédagogie des opprimés. Ah, alors, tu vois, vous n'êtes pas forcément dans un contexte d'oppression, mais ils utilisaient les méthodologies de faire participer les apprenants ou les citoyens, parce que Augusto Boal était aussi membre du comité populaire à Rio pour que par des mises en scène théâtrales, les personnes usagers, citoyens, proposeurs de solutions, si tu veux, puissent les mettre en scène et qu'ils puissent en tirer la substantifique moelle pour faire des propositions politiques. Et tu vois, je trouvais que c'était intéressant de faire le lien avec ça. Et du côté de Freire, la pédagogie des opprimés, on est dans, et on va voir avec le détail quand tu vas en parler, une pédagogie de la conscientisation, de dans quelle situation on est, qu'est-ce qu'on pourra apprendre, de l'émancipation et du dialogue. Donc, pour moi, on est au cœur d'une posture politique de la formation. Alors, non pas comme libération, parce que là, il partait de situations d'oppression, mais en tout cas, d'une proposition qui peut se mettre au niveau d'être entendue par d'autres acteurs du territoire. Vous voyez, il y a vraiment une histoire de permettre le dialogue. Et puis après, la deuxième aspect théorique, mais je pense qu'il sera plus adapté après, c'est vraiment l'apprentissage expérientiel de Kolb, qu'on connaît tous plus ou moins en formation, où on est sur une boucle d'apprentissage expérientiel, où tu vas mobiliser des connaissances antérieures que tu avais, le nouveau savoir, tu vas le mettre en œuvre dans des pratiques, et l'analyse que tu en fais va te servir à boucler, tu vois, je vous refais un dessin comme ça en l'air, dans le transfert que tu pourrais faire des apprentissages. Mais Maxime, je pense que quand tu vas raconter les processus d'apprentissage, la boucle de Kolb serait plus adaptée. Mais il y a quand même ce climat d'apprentissage expérientiel et d'apprentissage émancipateur. Voilà ce qui m'est venu en t'écoutant. Et oui, c'est vrai que pendant qu'on préparait, on a beaucoup échangé. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient écho. Maxime, justement, on revient à toi. Et pour que tu nous expliques voilà, comment se déploie la co-construction dans votre dispositif, comment. Comme tu évoquais bah, les personnes, vos usagers ou les bénéficiaires, les apprenants, enfin voilà, les personnes en tout cas, et que vous avez différentes instances aussi, et il y a différentes étapes, le bilan, l'évaluation, et tout ceci se fait en amont, en continu, en aval. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Ouais, j'espère être synthétique parce que la boucle est très longue. Mais en gros, on commence, quand j'ai parlé tout à l'heure de préfiguration, on a déjà commencé par ça. Alors, pas forcément qu'avec les usagers, hein, ce que je disais tout à l'heure, avec aussi l'ensemble des parties prenantes du territoire. Ça a pris un an à peu près, donc c'était en septembre 2021, pour déjà voir, déjà nous en interne, qu'est-ce qui existe sur le territoire, faire un peu un benchmark, on va dire, ou une étude de marché pour pas se positionner sur des dispositifs qui existaient déjà. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait un besoin déjà en termes de formation pour se lancer vers l'agriculture, où moi j'interviens en BPREA. Et du coup, donc BPREA, je vais préciser, brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, donc des gens qui vont s'installer en agriculture. Et ils arrivaient trop tôt dans le parcours et ils n'avaient pas forcément on va dire les connaissances techniques ou leur projet n'était pas encore bien défini. Et donc ça, c'était déjà une première analyse. Pareil, il y avait beaucoup de gens qui voulaient se lancer dans des projets petite échelle et les BPRA n'étaient pas forcément adaptés pour ça, donc des micro-fermes, des choses comme ça. Donc, on a établi plusieurs scénarios en se disant, voilà, vers quoi on se dirige? Vers quelque chose de plutôt technique qui va être complémentaire au BPRA ou est-ce qu'on va aller plutôt vers de la préqualification, découverte métier et on va confronter ces deux scénarios avec l'ensemble des parties prenantes et du territoire. Donc, ça a commencé comme ça avec un premier comité de programmation qui réunissait l'ensemble des acteurs on va dire, de la formation, mais aussi futurs stagiaires, apprenants, bénéficiaires. Donc ça, on l'a peut-être fait 3-4 mois
Je crois qu'on a commencé même en septembre 2021, parce qu'avant, c'était vraiment l'étude, vraiment l'analyse pour sortir ces deux scénarios. Et donc là, il a ressorti les objectifs généraux de la formation et un petit peu les grandes lignes de ce dispositif. Mais c'était surtout les objectifs généraux, à savoir voilà, construire un réseau professionnel, définir son projet pro en agriculture durable. Et donc, on avait les objectifs généraux du territoire. Une fois qu'on avait ces objectifs généraux, on est passé sur un deuxième comité de programmation où on a affiné finalement le projet de dispositif. On ne savait pas encore quel format ça allait prendre, hein. Là, on a défini finalement les bases d'un référentiel et des blocs de compétences. On est passé des objectifs généraux aux objectifs pédagogiques. Et c'est à partir de ces objectifs pédagogiques qu'on a commencé à construire nos blocs de compétences. Même à l'époque, moi, je ne connaissais même pas ces termes-là, hein, bloc de compétences, objectifs pédagogiques. Je faisais pas le lien entre objectifs généraux et objectifs opérationnels. Enfin, oui, on pourrait dire opérationnels, pédagogiques. C'est une fois qu'on a défini ces grands objectifs pédagogiques, on est passé dans un troisième comité où là, alors on l'a fait avec les parties prenantes, mais aussi on a été directement avec les usagers ou les futurs bénéficiaires à WeCare, qui est la mission locale donc en Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Et on a demandé aux jeunes, voilà, quelle modalité ça pourrait prendre. Est-ce qu'il faut faire des journées de 7 heures, de 6 heures? Est-ce qu'il faut faire des chantiers écoles? Est-ce qu'il faut faire de la pratique, l'équilibre entre pratique et théorie? Quelle forme de pédagogie? Quelle durée de la journée, mais quelle durée de la semaine? Quelle durée de la formation? La diversité des interventions. Enfin, on a posé plein de questions comme ça. On a posé aussi des questions dans le cadre des comités de programmation, donc le troisième comité qui était vraiment sur les modalités pédagogiques, bah, des personnes qui étaient intervenants dans des formations qu'on appelait PWEC, qui étaient de la découverte métier en agriculture, mais aussi à d'autres OF hein, en agricole, comme le CIVAM ou Accueil Paysan ou AgroBio 35, les financeurs aussi. Et du coup, ce qui est ressorti, c'est de faire une formation de 4 mois avec 4 jours par semaine pour laisser euh, une journée le mercredi pour, par exemple, des personnes, des femmes seules avec enfants ou des gens qui ont besoin de travailler encore à côté, euh, de pas rentrer dans un processus trop scolaire et du coup d'avoir aussi des temps un peu off où on peut aussi assimiler. Il y avait plein de raisons à tout ça, donc ça a permis vraiment de construire les modalités sur 4 mois et affiner le référentiel pédagogique. Une fois qu'on a fait ça, ça c'était la première étape et je l'ai fait très court, qui a duré 1 an. On rentre dans un cycle, dans ce fameux cycle d'amélioration continue que nous, on n'avait pas forcément en tête dès le départ. On s'est dit, bon, bah voilà, on a nos objectifs, on construit nos blocs, on teste une première session et effectivement, la première session, on va demander aux stagiaires, déjà dans la première séance, on leur, effectivement, en première journée, on leur demande leurs attentes, leurs besoins, mais on le fait déjà en amont. Parce que maintenant, on le fait même dès l'entretien à demander qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans la formation. Donc, c'est même 2 mois avant. Mais on va dire que la première session qui était en 2022, il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été amenées. Et du coup, on a commencé à mettre en place un bilan hebdomadaire le vendredi, mais qui n'avait pas un format vraiment très abouti. C'était, bon, on va se faire un petit point en fin de semaine et puis on va prendre les idées sur un bout de papier et on a commencé comme ça, quoi. Après, on avait quand même le cadre classique qui était le bilan mi-parcours, le bilan de fin de parcours, le bilan à froid 3 mois et le bilan à très froid à 6 mois. Ça, on l'avait, cette base-là. Mais on n'avait pas ce bilan qui est très proche du terrain, qui est chaque semaine. Et petit à petit, au fur et à mesure des sessions, on a amélioré cet outil. Et on a demandé aux stagiaires de faire un peu le pépi de caillou, un peu le classique, point fort, point faible. Mais à force de faire ça, on se retrouvait avec l'impression qu'on faisait une formation qui était nulle parce qu'on avait que des points améliorés et puis les points positifs, on les voit jamais parce qu'on dit toujours ce qui va mal, mais pas ce qui va bien. Et donc, des fois, on sortait déprimé un petit peu de tout ça. Et on disait, mais le vendredi soir, voilà, on revenait, on disait, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'en peux plus d'avoir que des retours négatifs. Et en fait, en permaculture, on dit le problème et la solution et comment un inconvénient peut devenir un avantage. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, il faut qu'on change. Donc, à la troisième session, l'année dernière, on a changé ce bilan. On a gardé le bilan hebdo, mais l'outil, on leur a demandé un peu de changer l'outil et de prendre vraiment part à cette formation et d'être de plus en plus acteurs et actrices de cette formation-là.
et on leur a demandé de faire un bilan, mais de dire plutôt qu'est-ce qui pourrait être effectivement amélioré, mais quels sont les points à retenir de la semaine, et pas forcément point négatif, point positif, mais de faire un bilan et que ce soit pas un bilan individuel, parce que chacun va donner son avis. Mais comment ils sont en capacité de faire consensus et de se dire, on donne un avis du collectif. Et c'est ça qui est pas évident. Au début, bah, ils mettent une demi-heure à faire le bilan, et puis à la fin, bah, il y a quelqu'un qui prend les notes, il y a quelqu'un qui va essayer de répartir la parole. Nous, on les laisse vraiment en autonomie parce que parfois, on n'est pas là. C'est des intervenants extérieurs, donc il faut qu'ils soient en capacité d'animer ce temps. Et ça prend, bah, effectivement, au début, c'est un peu plus difficile pour eux, ils n'ont pas l'habitude. Mais petit à petit, bah, ils doivent nous rendre un compte rendu, soit le vendredi soir, soit le lundi matin, et on traite ce bilan hebdo euh, toutes les 2, 3 semaines dans nous, ce qu'on appelle un copil en OF, hein, dans notre organisme de formation. Et on va le traiter dans un outil qui s'appelle DMO, donc document de mise en œuvre, où là, c'est un outil de suivi à la fois des stagiaires, des intervenants, des améliorations. Et du coup, on regarde qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la session ou qu'est-ce qui va être amélioré dans la prochaine session. Et à la fin, on fait vraiment un bilan en fin de formation, donc en janvier, février, pour voir qu'est-ce qui va être mis en place. Et on a toujours des nouvelles améliorations. Là, par exemple, on va plus travailler sur l'accueil des stagiaires et comment ils peuvent choisir leur lieu de stage. Je passe les détails, hein, mais c'est plein de petites choses comme ça. Et on leur demande vraiment jusqu'où on peut aller dans la proposition. Pas dire ça ne va pas, mais quelle proposition on peut mettre en place. Et ça, ils le proposent à la fin en bilan de formation. Donc, bilan juste entre apprenants stagiaires, mais bilan avec les partenaires, et je vais m'arrêter là juste après, parce que sinon ça va être Non, long. c'est super intéressant. Les bilans avec les partenaires, on invite tout le monde, toutes les parties prenantes, comme pour le comité de programmation et dans la préfiguration, les financeurs, les maîtres de stage, les intervenants, les autres OF qui ont participé, l'ensemble de l'équipe pédagogique. Et là, on confronte ces améliorations ou ces propositions avec les différentes parties prenantes. Et c'est là c'est hyper positif. En 1h30, on met tout le monde autour de la table et on trouve les solutions les plus adaptées pour les sessions prochaines. Alors, ça peut être un peu difficile à animer, mais on sort quelque chose qui est réaliste et réalisable. Et ça, c'est hyper important parce que si on prend les améliorations et les demandes dans moi, ce que j'appelle silo, chaque partie prenante, mais qu'on ne fait pas le lien entre ces silos, ça va pas fonctionner. Les stagiaires vont pas comprendre pourquoi on met ça en place. Les intervenants, bah, s'ils ont des améliorations faites par les stagiaires, ils n'ont pas forcément l'information et le fait qu'ils entendent ça, que tout le monde entende les solutions et qu'on les met en place pour l'année d'après, bah, pour moi, c'est hyper positif euh, pour les, euh, pour les stagiaires, pour les intervenants, pour les financeurs, pour l'ensemble des parties prenantes. Et je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais continuer encore plusieurs Mhm. minutes. Merci beaucoup. Mais je te rassure, tu auras encore du temps après pour revenir sur certains points. Marie-Christine, qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça? Oui, alors, moi, ça me renvoie aux méthodos peut-être, qu'on a peut-être un peu oublié, qui datent des années 70, tu vois, c'est un peu vieux, mais de ce qu'on appelle la pédagogie institutionnelle. C'est des Français, Uri et Vasquez, qui ont inventé ça, Fernand Uri et Aïda Vasquez. Ça a été plutôt développé à l'école. Et l'idée que je trouve super intéressante, telle que aussi le traduit Maxime, c'est de mettre en place des instances de régulation, mais pas en attendant les problèmes. C'est-à-dire, on peut avoir tendance à créer, tu vois, des, des réunions pour parler des difficultés, mais on va les créer post-chaud, événement chaud. Et dans la pédagogie institutionnelle, l'idée, c'est d'installer des systèmes de régulation comme tu ferais une ingénierie de la régulation, tu vois, comme on fait une ingénierie de formation, et tu vas venir l'articuler à ton dispositif de formation. Et là, ce qui est super intéressant, c'est le fait d'avoir ajouté cette réunion que tu qualifies proche du terrain pour qu'ils sachent à l'avance qu'elle existe. Et l'idée de la pédagogie institutionnelle, c'est comme tu sais à l'avance qu'existe l'instance dans laquelle tu vas pouvoir t'exprimer, analyser et surtout que tu vas faire des propositions qui seront utilisées. Et ça renvoie au fait que ta production est vraie dans le sens, c'est pas juste une production à l'interne du groupe.
mais elle est socialement vraie. Ça renvoie encore à la notion de production socialement vraie, parce qu'elle va être utilisée. Elle institue la personne comme étant capable de pouvoir faire des propositions et en fait, tu vas renforcer cette compétence à non pas, c'est pour ça que ça s'appelle, je m'embrouille tellement j'ai de trucs à dire, c'est pour ça que ça s'appelle pédagogie institutionnelle, parce qu'en fait, avec ces systèmes-là, où les gens participent, tu leur permets d'être instituants eux-mêmes. Et c'est pas juste l'idée qu'ils rentrent dans une institution, tu vois. C'est ils deviennent une fabrique de l'institution. Je sais pas si c'est très élégant comme terme, mais en tout cas, euh, on ne va pas les associer au moment du conflit ou de l'écueil, mais par exemple, ils mettaient en place des cahiers de texte, des conseils, la météo du jour, tu vois, des pratiques en fait où je vais exprimer où j'en suis à différents moments et je sais qu'elles existent, donc je me prépare à me les approprier et je deviens performante dedans. Et je trouve que c'est super intéressant on en a parlé, que vous avez repéré qu'il faut faire évoluer l'outil, mais du coup la posture, parce que outre le fait de dire individuellement ça va pas, ils deviennent constructeurs d'une proposition, puis vous le passez au filtre du réaliste et réalisable. Donc on va assez loin dans l'utilisation, je mets des guillemets, de la parole analysée, donc la posture réflexive que vous permettez aux apprenants. Voilà, je vais faire une oration courte, simplement. C'est ce que ça m'inspire. Oui, et puis on parlait aussi du fait bah, que le groupe apprend à travailler ensemble, que ça donne aussi du pouvoir d'agir aux différentes personnes et que ça permet aussi finalement de les mettre en contact à certaines étapes, bah, aussi avec les institutionnels, les partenaires. Donc, enfin, tout ça, c'est vraiment intéressant dans le fait bah, de donner de l'autonomie aux personnes. Et je voyais dans le chat, il y a des personnes qui parlaient d'empowerment aussi d'empouvoirment en français. Et tout ça, c'est vraiment intéressant. Et il y a Marie-Christine, on peut parler aussi d'autres notions sur lesquelles on peut s'appuyer pour favoriser la co-construction. Et puis, Alors, pardon. Maxime, on reviendra aussi après. Vous avez compris, hein, cette webconférence, c'est un échange, un ping-pong ou un témoignage analysé où on fait des allers-retours entre la théorie et l'opérationnel. Marie-Christine, c'est à vous. Je lis dans le chat, il y a deux, trois notions effectivement qui, outre, comment tu dis en français, la montée en pouvoir, on pourrait le dire, des apprenants. Il y a effectivement la notion d'autodétermination et d'agentivité. Alors, agentivité, elle est étrange cette notion parce que presque elle est paradoxale, tu vois, parce que quand quelqu'un est agent, il n'est pas auteur. Et des théoriciens, un théoricien dont j'ai oublié le nom, qui va me revenir, parle de trois postures, agent, acteur et auteur. Et l'agent est un peu agi quelque part par le dispositif. L'acteur, dans les termes, c'est Crozier, dans la sociologie, psychosociologie des organisations, on va parler d'acteur, c'est-à-dire je vais me mettre à agir dans un système dans lequel j'ai une possible marge de manœuvre. Et quand on passe à la posture possible d'auteur, à la fois je vais produire des choses originales, mais aussi je suis autorisée. Vous voyez, c'est marrant, je trouve, cette notion d'auteur. Et là, effectivement, vous les mettez en place au possible d'auteur en les autorisant à être auteurs. Tu vois, ça renvoie un peu un abîme à ça. Alors, au niveau des notions, avec l'autodétermination, on va parler justement de compétences d'auto-formation, d'autodétermination. Et quand Maxime a présenté le dispositif, je me suis dit en fait, ce qui est compliqué, c'est quand l'apprenant ou l'usager arrive dans un dispositif, qu'il est peut-être en échec, tu vois, scolaire, ou en tout cas en froid, on va dire, avec les instances habituelles de formation. Et là, le temps qu'il s'autorise et se permette de donner son avis et qu'il ait confiance dans le fait qu'il est pris en compte, il y a les Québécois et après, il y a le labo du CIREL à Lille qui a travaillé sur euh, c'est pas évident d'apprendre tout seul, tu vois. Et du coup, dans les compétences d'autodétermination, tu as
euh, comment tu arrives à te fixer tout seul tes propres objectifs, comment tu peux t'auto-évaluer et comment tu arrives tout seul à persévérer. Bon, alors, vous, ils sont encadrés, tu vois, mais moi, l'idée à laquelle ça m'amène, c'est euh, on a tout intérêt à rendre conscientes ces compétences d'autodétermination, tu vois, je le redis, quels objectifs je me fixe, comment je m'auto-évalue, j'arrive ou pas à persévérer, parce que on pourrait imaginer ajouter ou avoir en tout cas en conscience dans les dispositifs euh, ce fameux courant du apprendre à apprendre qu'on retrouve, alors je sais pas si c'est clair mon truc, dans, par exemple, la pédagogie des APP, des ateliers pédagogiques personnalisés, où tu vas rendre conscient et tu vas le faire aussi par des échanges collectifs, tes processus d'apprentissage. Alors ça vient de vieilles théories, hein, j'ai l'impression que je fais la vieille qui ressort les vieux trucs, mais j'assume avec tout ce qui est, on va appeler la médiation cognitive des apprentissages. En fait, c'est comment tu aides les gens à repérer comment ils font pour apprendre, y arriver, euh, soit au niveau de résolution de situations de problèmes, soit Maxime, un peu comme tu le dis, comment ils font entre eux pour s'entendre, pour animer une réunion, être capable de produire une synthèse collective. Moi, je pense qu'on aurait intérêt à le rendre perceptible et comment je me motive et comment je persévère, comment je me relance. Tu vois, je m'auto-évalue, je me motive et je persévère. Je réponds au chat. Euh, du coup, si ça, on le rendait un peu plus conscient, euh, on les aiderait plus vite ou mieux à être capables de co-construction, parce qu'ils sont quand même super inégalitaires dans les dispositifs qu'on propose. Mais pour qu'ils arrivent à être un peu plus capables d'eux, ça vaudrait le coup peut-être de le travailler consciemment. Et les APP, je ne sais pas si vous connaissez tous les APP, ça a été inventé par Bertrand Schwartz, je vais y arriver, euh, à l'époque. Et là, c'est intéressant d'aller regarder sur le site national des APP parce qu'ils viennent d'obtenir une certification, ça va à l'inventaire des certifications. Et le label APP, qui a une certaine méthode pédagogique qui va justement favoriser le apprendre à apprendre, puisqu'en plus, il se base sur les théories de Philippe Carré sur l'apprenance. Ça, je vous conseille vraiment d'aller lire Carré si jamais l'été, tu sais, à la plage, hein, comme ça. Là. Bon. Sur l'apprenance et comment justement renforcer ben, par ma posture de formateur les possibilités d'apprendre de l'apprenant. Donc, ils ont obtenu un label, le label APP, euh, peut maintenant être porté par différentes structures, pas uniquement les structures d'origine. Donc, je viens de découvrir ça en discutant avec Jean Van der Spelden, qui a fait un bouquin sur les APP récemment, et ça vaut le coup d'aller regarder. Et après, je m'étais noté pour favoriser la co-construction du coup des deux côtés, tu vois. Là, moi, j'étais plutôt le renforcement du pouvoir d'agir de l'apprenant. Il y a tous les travaux qui se font en design, alors, en co-design. APP, ça veut dire atelier pédagogique personnalisé. Et c'est des ateliers, si tu veux, qui vont s'installer dans des institutions, au début plutôt pour les personnes en difficulté d'apprentissage, mais avec une ouverture de plus en plus pour se saisir de la méthodologie, où on est très dans l'individualisation des parcours, l'auto-évaluation, je m'étais noté, les contrats pédagogiques, et dans une logique de projet. Donc, tu vois, c'est très cousin, finalement, Maxime, de ce que tu proposes. Et donc, vous pouvez aller chercher des infos sur les méthodologies faites dans ces ateliers et ça peut vous inspirer en tant qu'organisme de formation qui ne travaille pas forcément dans les secteurs que propose Maxime. Et je reviens à mon co-design pédagogique et je trouve ça super intéressant parce que tu vois, là, c'est des méthodos issus du champ du design thinking. Je ne sais pas comment on dit en français. Euh, en fait, c'est avec des outils particuliers de
maquettage, dessin, tu vois, très, qui passe par du faire. C'est-à-dire, je vais me représenter les dispositifs par un faire construit ensemble. Moi, je m'en sers, par exemple, sur les espaces d'apprentissage pour maqueter des espaces rêvés. Ben, le fait que les gens maquettent avec des schémas, avec des boîtes. Par exemple, moi, j'ai bossé, j'ai été stagiaire avec Oconi, qui sont des designers. On parle de co-design, on parle de co-design pédagogique, et ça s'appelle largement le design participatif, tu vois. Ou par exemple, sur une boîte en carton, tu vas écrire sur les facettes qu'est-ce que tu aurais envie de changer dans le dispositif, puis on va faire tourner la boîte et on va pouvoir s'exprimer par rapport à ce qui a été écrit sur la boîte. Alors, vous allez me dire, c'est pareil que le faire au tableau ou en parlant. Ben, en fait, non, parce que tu as une implication sensorielle complète de ton cerveau, tu vois, c'est-à-dire que tu vas faire avec le toucher, la forme, tu peux représenter un concept avec de la pâte à modeler blanche, par exemple, et puis chacun va s'exprimer sur sa satisfaction du dispositif et ce qu'il y verrait changer. Et ces approches de design participatif avec des prototypes, des tests, et tu peux du coup faire par itération, comme tu disais, tu vois, que l'innovation ne se fait pas d'un coup, mais elle va se faire par itération. Ça peut donner une méthode pour concevoir des parcours, des outils de formation. Et chez nous, en France, il y a Jean-Charles Caillez. Je ne sais pas si vous avez entendu ce nom. Il a inventé le concept de classe renversée plutôt que de classe inversée, où il fait faire les contenus aux élèves parce qu'il a des étudiants en médecine. Il a travaillé sur l'innovation pédagogique justement par ce fameux design collaboratif. Et il a écrit un bouquin en 2018 qui s'appelle Osons l'innovation pédagogique. Et il va faire, tu vois, des ateliers, faire prototyper les parcours et structure des ateliers de transformation pédagogique dans les universités. Bon, lui, vous pouvez aller voir sur son site, il a plein de vidéos super sympas en plus, outre sympas, évidemment pertinentes qui peuvent vous inspirer, tu vois, sur l'innovation pédagogique. Bon, voilà en gros, tu vois, mes axes, ils étaient vraiment sur renforcer le pouvoir d'agir, l'autodétermination, l'autodirection de l'apprenant, s'inspirer de méthodos de type justement centré sur l'apprenance avec les APP et TARE, et aller s'inspirer du design participatif et du co-design pédagogique. Voilà. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de références et de noms. Milena vous a remis tout ça dans le chat avec beaucoup de liens. Et merci, j'ai vu qu'une personne avait partagé un lien aussi. On vous redonnera tout ça à la fin dans un document. Et puis, comme d'habitude, à la fin du webinaire, dans les jours qui suivent, il y a un replay avec un article et aussi tous les liens. Donc, Et je vois rassurez-vous. que Valérie a corrigé même le lien ce fil carré qui ne fonctionnait pas. Merci Valérie. Merci beaucoup. Eh bien, Maxime, je reviens vers toi parce que concrètement, dans tout ce que Marie-Christine vient de présenter et voilà les théories, les notions qu'on peut convoquer pour mettre en place ces choses-là, et ben en fait, vous l'avez fait en fait concrètement dans les différents groupes, les comités de programmation, etc. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire peut-être un petit peu plus, tu nous disais que le premier jour, par exemple, il y avait de la cohésion de groupe. Donc, comment est-ce que vous mettez en place tout ça? Comment est-ce que vous favorisez les liens entre les personnes et puis le fait qu'après, elles puissent créer ces bilans ensemble? J'avais presque envie de revenir sur la construction d'outils par et pour les stagiaires. Eh Mais je bien, peux à revenir ton aise. effectivement d'abord sur justement la mise en confiance d'un groupe où effectivement, Marie-Christine, tout à l'heure, tu disais, on peut avoir aussi des personnes qui sont assez fragiles. C'est aussi nos objectifs dans nos formations, c'est d'avoir des publics très diversifiés, notamment dans Mille pas à la ferme. Alors, l'autre dispositif, j'en ai pas parlé, mais on travaille beaucoup avec les centres pénitentiaires de Rennes et du coup, c'est des personnes qui ont parfois du mal à
Enfin, déjà, on fait un gros travail en amont pour faire un groupe bien soudé avant qu'ils rentrent dans la formation. Donc là, c'est un peu particulier. Mais on les met en confiance pour que même eux, à la fin, ils prennent la parole dans un groupe alors qu'en fait, on leur donne jamais la parole, hein. Les détenus dans un centre pénitentiaire, c'est très rare. Donc, ils sont mis en valeur, ils sont responsabilisés. Et ça, il me l'a encore dit la semaine dernière, parce que j'ai terminé ce dispositif-là la semaine dernière. Ils se sentent inclus dans l'amélioration du dispositif. Ça, c'est une petite parenthèse sur un peu les profils qu'on peut avoir et comment on les met en confiance. Et dans Mille pas vers la ferme, la première semaine, c'est vraiment de l'interconnaissance, et ça, c'est hyper important dans la rentrée. Alors, effectivement, on a la partie administrative et on n'a pas trop le choix de passer par là, mais c'est comment ils vont se connaître, mais pas forcément, on prend la parole devant 12 personnes, ils sont que 12, c'est un petit groupe, hein. Mais on va commencer effectivement par écrire tout seul déjà un peu ses attentes, ses besoins, avec différents outils, hein. On est beaucoup dans l'EducPop, donc on va utiliser quand même beaucoup d'outils, même sur un bout de papier. Alors on est très loin de l'IA et de la numérisation, on va dire. Et puis on est dehors dans les jardins, donc c'est vraiment un cadre, parce que les gens ils veulent pas être dans un cadre scolaire. Donc nous on est obligé d'innover. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça de l'innovation, mais en tout cas de se sentir bien dans l'OF, dans le lieu de formation, mais aussi se sentir bien dans le groupe. Et ça, toute la semaine, bon, ils font quand même beaucoup de sorties, ils vont dans des fermes, ils font des ateliers en groupe. Et on commence par échanger à deux, ensuite on réunit à quatre, ensuite à six, et puis après à 12. C'est un peu des schémas qu'on voit régulièrement, hein, dans l'éducation populaire. Je ne sais pas s'il y a des théories derrière, et Christine pourra en parler. Donc ça, c'est important, la cohésion de groupe. Et une fois qu'ils sont à l'aise entre eux, bah, effectivement, ils peuvent aller plus loin dans l'amélioration, les bilans et tout ça que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, le bilan hebdo qui est le bilan de terrain, on va dire. Et bah, j'ai vu des personnes qui, très timides, qui transpiraient le premier jour dès qu'ils prenaient la parole, et puis à la fin, ils ont pris la parole devant 40 personnes face à des institutions. Ça, moi, j'ai halluciné, j'ai fait, c'est pas possible, il prend la parole comme ça et puis il y va, quoi. Donc, ce processus vraiment de mise en confiance, de dire, allez, maintenant, c'est à vous de prendre les choses en main, bah, ça fonctionne. Et c'est vrai que cette année, moi, j'ai pas eu de frustration par rapport à ces bilans hebdo en disant, c'est nul ce qu'on fait, on arrête tout. Non, justement, on n'a que des retours positifs, mais ils étaient plus dans une posture, on est avec vous. Et on n'est pas en train de dire ça va pas, ça va pas. Et ça, c'est complètement différent quand on est dans une posture comme ça. Donc ça, c'était un peu pour rebondir à la première question. Et ce que je voulais dire après, qui n'était pas forcément prévu, mais euh, c'est des outils collaboratifs que nous, on va mettre en place. Tu as parlé de design tout à l'heure, et nous, ça tombe bien parce qu'en permaculture, on parle de design. Et on a utilisé cet outil qui est normalement fait pour designer des jardins ou des fermes, pour designer leurs projets professionnels, quelque chose de très immatériel. Je le fais aussi pour des BPREA, hein, donc ce que je disais tout à l'heure, des diplômes qualifiants en agricole où ils vont s'installer. L'idée, c'est quand même de leur donner des outils, différents outils, mais pas dire il faut suivre cet outil-là. Et on peut leur donner des outils très simples. Alors, je prends plutôt l'exemple en agricole où on va leur donner, des fois, il y en a qui ont des difficultés avec les chiffres, les maths, alors qu'il faut faire beaucoup de conversions et tout ça dans des indicateurs, on va dire, agricoles. Et du coup, voilà, je vais leur donner plein d'outils, des outils très poussés, parce qu'il y en a qui veulent aller très loin jusqu'à la dixième, au dixième près en termes de chiffres, et puis d'autres qui veulent faire très simple. Donc, je leur donne un panel d'outils, et après, c'est à eux de faire leur choix. Moi, je suis pas là pour leur dire il faut faire tel ou tel outil. Non, je leur donne la possibilité. Et parmi ce champ des possibles, bah, ils choisissent en fonction de leur capacité aussi et de leur envie, de leur projet. Bah, ils vont prendre, non, je vais prendre tel outil, je vais juste prendre 20 tonnes hectares, ça va pas du tout vous parler, hein, 20 tonnes de fumier hectare pour du maraîchage. Et puis d'autres, ils vont aller chercher au kilo d'humus qu'ils doivent avoir sur leur parcelle et ils vont prendre les formules que je leur donne. Mais j'en dis, c'est en fonction de vous. Je ne vais pas vous dire il faut faire ci ou il faut faire ça. C'est vraiment à vous de choisir. Ça, c'est une première chose qui peut être mise en place dans des formations. Bon, après, il faut connaître les différents outils, mais c'est, on va dire, avec différents niveaux. Surtout pour les formations pour adultes, c'est important. Et deuxième chose, c'est dans MIPAV à la ferme, on met en place justement, c'est quand même pour définir leur projet professionnel, on crée des boîtes à outils qui évoluent avec le temps. C'est-à-dire qu'on leur donne un outil, alors là on a fait que l'année dernière, un outil qui est vierge, voilà, c'est quoi l'emploi en agricole, qu'est-ce qui existe, et c'est eux qui vont aller faire les recherches, et c'est des petits groupes de trois personnes, et ça va tourner sur différents ateliers, donc sur l'emploi,
sur les formations existantes dans ce domaine-là, en Bretagne comme en France. Qu'est-ce qu'on peut faire autre que de l'emploi et de la formation? Du woofing, des immersions professionnelles, les réseaux. Et du coup, c'est eux qui créent vraiment ces outils-là avec le format qu'ils veulent. Donc, tu parlais de schémas. Sur les emplois, c'était des schémas avec des domaines, hein, des mind maps. Pour les emplois, ils ont décidé plutôt de faire un fichier Excel. Et pour la formation, on avait un classeur et ils imprimaient des feuilles synthétiques, des choses comme ça. Moi, j'aimerais bien que c'est, enfin, c'est sûr, c'est ce qu'on va le faire, c'est ces outils, on va les passer d'une session à une autre. Donc, ça va être une transmission j'ai envie de dire, d'une génération à une autre avec un outil collaboratif, mais en physique. Alors, ce serait bien qu'on aille effectivement sur des outils numériques de partage et des outils collaboratifs, mais on n'a pas encore vraiment travaillé là-dessus. J'aimerais bien que ce soit des outils en ligne, mais qui soient aussi disponibles pour des gens qui n'ont pas été sélectionnés pour la formation, comme des listes de fermes qu'on met à disposition. On leur dit, nous, les gens qui passent en entretien, c'est pas parce que vous n'avez pas été pris dans la formation qu'on vous accompagne pas dans votre processus de projet professionnel. Et du coup, bah, mettre à disposition des outils qui ont été créés pendant les formations pour des personnes qui ne bénéficient même pas de cette formation-là, bah, c'est hyper intéressant parce que ça va au-delà de ce cadre de formation. Ça, c'était les deux choses que je voulais ajouter. Alors, je sais pas, est-ce que je vais en plus des entretiens collectifs ou des bilans collectifs, est-ce que je vais sur les entretiens individuels ou est-ce que je m'arrête là? On a le temps, un petit peu. Ok. Ou peut-être que Marie-Christine, tu vas rebondir sur ce que je viens de dire, Oui, parce que où voilà, je comprends. évidemment, on n'en avait pas parlé des outils. Non. Ouais, c'est super intéressant parce que du coup, tu vois, ça renvoie à ces notions de comment je vais personnaliser des parcours. Et des fois, on se demande de personnaliser, individualiser. Bon, en gros, individualiser, je propose des choses différentes aux gens. Et à l'intérieur d'un parcours, je vais personnaliser suivant les besoins. Tu vois, je vais, pour des mêmes objectifs, un même objet, je vais faire des modulations en fonction des besoins des gens. Là, il y a un peu les deux, parce que du coup, si tu donnes tout un panel et qu'ils peuvent piocher en fonction de leurs besoins, enfin, en tout cas en fonction de ce qui leur va bien, j'imagine que derrière, il y a aussi un travail de verbalisation sur qu'est-ce qui fait que ça me va mieux. Parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est que les gens repèrent pourquoi ils sont en adéquation avec un outil, certainement au regard d'objectifs, de la fonctionnalité de l'outil, du niveau où ils en sont. Bon, bref. En tout cas, c'est toujours le rapport aux choses, à l'objet, à l'objectif, au projet qui est intéressant. Et on sent que c'est super évident chez vous, mais pour tous les OF qui sont présents là, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est de se dire, c'est les mettre en posture réflexive, de verbaliser la relation au projet, à l'outil, au choix de l'outil. Ça, c'est une chose du côté de l'apprenant. Mais de votre côté, ce qui est super important dans ce que tu dis, c'est que vous soyez capable de produire un panel d'outils en fonction de critères, justement. Et du coup, du côté des formateurs, c'est se mettre en production de différents outils pour que différents niveaux ou raisons de les choisir puissent faire ce mouvement vers les outils, ce qui n'est pas simple. Mais ça veut dire, c'est quoi mon panel, tu vois? Comment il est pensé, sur quels critères et pourquoi. Et après, ta deuxième idée de faire évoluer et d'ouvrir à d'autres, moi, ça me renvoie à la difficulté qu'on peut avoir de créer des communautés apprenantes. Tu sais, on parle de communautés apprenantes. Et là, le fait d'ouvrir en cherchant comment, alors je vais y venir après, comment on peut faire, tu vois, cette ouverture. En tout cas, il y a une préoccupation de créer une communauté apprenante vraie, c'est-à-dire qui est inscrite dans la vie sociale et qui n'est pas uniquement fermée au moment de la formation. Et ça, c'est génial comme envie de faire. Moi, les petits trucs que j'ai vus, simples, c'est d'ouvrir avec la suite, la digitale, tu sais, la suite numérique, la digitale. Nous, on promeut vraiment ce type d'outil numérique parce qu'il ne nécessite pas chez l'usager qui ouvre un compte en donnant son nom, etc. Tu as des Padlets, mais ça s'appelle pas Padlet, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un mur numérique avec des vignettes, tu sais, que tu peux partager. Et ça permet aux gens de mettre aussi des productions ou de partager des productions. Et ça évite d'avoir un LMS si tu n'en as pas, parce qu'on pourrait les faire entrer dans un LMS. Et je trouve qu'ouvrir un mur numérique partagé avec des post-it,
et utiliser la digitale comme outil issu du monde du libre au niveau des logiciels, c'est cohérent et faisable avec ton idée d'ouverture des outils. Donc la digitale comme la plante, mais c'est pas une plante. Voilà, c'est ce que, la réaction sur ça. Je trouve ça super intéressant. Voilà. Ok. Tu peux Ouais, continuer. on a mis en place effectivement nous les murs numériques avec Padlet, mais effectivement tu peux pas améliorer l'outil, tu es obligé de refaire une version sur ton ordinateur et remettre après sur le Padlet. Mais on met ce genre d'outil effectivement en place. Et voilà, j'irai voir la digitale pour voir Et comment on peut après, le toi, mettre en oui, place. elle suggère aussi Mural, Miro, etc. C'est plus visuel que Padlet, je suis d'accord. Moi, ce qui m'a intéressé dans la digitale, c'est que du coup, la personne qui veut contribuer du dehors, tu vois, avec juste le lien URL, elle n'a pas besoin d'ouvrir un compte. Alors, c'est soviétique, hein. Il ne faudrait pas que les inventeurs de la digitale. Tu vois, c'est un peu premier au bon sens du mot, je ne sais pas comment le dire. C'est frugal, voilà. C'est frugal. C'est pas très attractif en termes visuels et c'est moins fonctionnel que Miro. Mais éthiquement, c'est intéressant, tu vois, de soutenir aussi ce genre d'initiative et de l'intégrer dans nos dispositifs. Bon, voilà. Ok, est-ce que j'ai le temps, Marie-Claire, de passer maintenant sur l'accompagnement ou on va dire ouais, l'accompagnement individuel des stagiaires en dehors de leur temps de formation? Oui, bien sûr, tu peux. Et il y avait un point aussi qu'on avait évoqué dans nos échanges. C'était, on l'a dit là, mais en fait, le fait que vous demandez l'avis des personnes qui suivent les formations très régulièrement, de manière répétée, et que ça, c'est pas forcément très répandu. Ouais, Donc, Ouais, c'est vrai. Alors parfois ça peut être lourd, hein. Même au début on le faisait même par journée. Il y a certains intervenants qui font leur bilan de journée, donc comment on l'intègre dans le bilan, ça peut être un peu lourd à mettre en place, mais si c'est vraiment les stagiaires qui ont bien compris que c'est à eux de prendre en main cet outil-là. Mais ce qui est important, c'est aussi de leur faire un retour. Parce que souvent, ce que je peux voir aussi, moi j'interviens aussi dans des OF qui sont assez gros, ils n'ont pas forcément le feedback vraiment de l'amélioration. Est-ce que ça a été mis en place? Alors souvent parce que c'est mis en place l'année suivante. Mais ça, c'est important euh, au moins qu'ils aient à la fin de la formation, voilà, qu'est-ce qui va être mis en place, qu'est-ce qu'on peut acter collectivement comme amélioration. Donc ça, c'est important. Alors nous, on n'a pas vu de frein à ça, hein, de faire ces bilans. Faut voir effectivement est-ce que c'est faisable dans des plus gros OF. On y reviendra plus tard, hein. Nous, on est peut-être plus malléable, mais il y a peut-être des choses, effectivement. On est tout petit, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on est 8 personnes, 8 salariés, et on est vraiment 3, 4 à travailler dans l'OF, mais on fait intervenir à peu près une trentaine d'intervenants différents sur le dispositif de 4 mois. C'est plutôt ça le challenge. C'est comment on fait participer toutes ces parties prenantes, plus les 12 stagiaires, euh, et d'avoir des outils, enfin cet outil, nous, ce qu'on appelle le DMO, là, de suivi, où il faut vraiment avoir tout en tête. Qui a dit il faut mettre en place cette amélioration-là? Ça vient du bilan hebdo, ça vient du bilan partenaire, est-ce que ça vient d'un retour d'un intervenant? Et du coup, c'est pas forcément évident de collecter toutes ces informations-là. Donc c'est bien faire le point régulièrement, ça c'est important. Et ensuite, par rapport à le côté individuel, le faire des bilans collectifs, c'est la parole collective qui va ressortir, c'est pas la parole individuelle. Donc on est obligé de faire en parallèle un entretien, enfin, des entretiens. Donc nous, on les suit dès 3 semaines après leur entrée en formation. Ils ont un premier entretien pour savoir comment ça se passe, comment ils se sentent. Est-ce que les modalités, ça leur convient? Est-ce qu'on doit adapter le processus de formation pour eux? Peut-être avec des impressions, parce qu'il y en a qui sont pas capables d'aller sur le Padlet et le numérique, c'est pas possible. Donc, comment on adapte? Donc, il faut être quand même très proche des stagiaires pour savoir est-ce que tout va bien. Donc, ça, on en fait un vraiment au début de formation. Ensuite, on en fait deux autres pendant leur stage ou immersion professionnelle. Mais là, ils sont très accompagnés parce que c'est pas vraiment un stage, les fermes sont vraiment, les fermes qui accueillent les stagiaires sont vraiment au cœur du dispositif et ils ont un temps dédié pour l'accompagnement à la fois de l'analyse de la ferme, qui est un des objectifs comme de la formation, et aussi de leur accompagnement sur leur projet professionnel. Donc ils ont deux entretiens
Et ensuite, on fait un entretien après formation, donc à un mois et demi après, parce que le problème, c'est ce qu'on leur dit dès le départ. Un des freins, c'est la chute après du mental au mois de janvier. Ils font une formation avec 12 personnes, c'est génial, on fait plein de choses, on voit plein de fermes pendant 4 mois. Et on arrive au mois de janvier, il fait moche, il n'y a pas de soleil. Et c'est la redescente, je suis tout seul chez moi. Et donc ça, on les prévient dès là, on vient de faire les entretiens pour la rentrée de septembre. On prévient de ça et de ne pas attendre la fin. Et c'est pour ça que la communauté, j'aime bien ce mot-là. Nous, on continue après à animer cette communauté parce que 3 mois après, on fait un bilan collectif mais convivial. Nous, on est dans un tiers-lieu où il y a une guinguette, il y a le jardin et du coup, bah, effectivement, c'est propice à la convivialité. C'est plus facile. Mais du coup, on se revoit. Et donc, ils remplissent un questionnaire individuel, mais aussi on prend des nouvelles sans forcément être dans quelque chose de très formel. Donc, on le fait à 3 mois et on le fait à 6 mois. Donc là, on n'est plus dans l'individuel, on est dans à la fois l'enquête de où ils en sont dans leur parcours en amont. Et s'ils l'ont pas fait en numérique, on le fait en papier. Et après, on fait un temps à 6 mois. Et ces anciens stagiaires, pour finir la boucle quand même, ces anciens stagiaires vont participer aux informations collectives pour les futurs apprenants, apprenantes ou stagiaires. Et du coup, ils peuvent poser des questions entre eux. Donc, il y a une transmission qui se fait à ce moment-là. Bah, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pour bien réussir sa formation? Ils posent des questions sur des doutes. Et du coup, ça les rassure de voir ça. Ils voient aussi des parcours complètement différents, des profils différents. Et du coup, ça les rassure et ça les met. Ils sont déjà en confiance, même avant la semaine de cohésion dont j'ai parlé tout à l'heure. Et après, à la rentrée, il y a aussi ces anciens stagiaires qui viennent. Et on les suit 1 an après et 2 ans après. Donc, on a à peu près 3 ans de suivi, on va dire, pour nos stagiaires sur un dispositif comme ça. Même si après, c'est plus éloigné, mais ça, c'est quand même très important. Et je m'arrête là, peut-être que Marie-Christine, tu vas rebondir encore sur ce que je viens de dire ou passer peut-être à l'étape d'après. Non, 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 je trouve que c'est intéressant que tu dises que ça boucle et c'est important d'avoir en tête la durée, tu vois, ce qui peut être parfois limitant pour certains OF, parce que là, on est vraiment sur un accompagnement à la durée. Plusieurs fois dans le chat, ce qui est revenu aussi, c'est l'importance du démarrage euh, qu'on va appeler semaine d'intégration parfois, tu vois, et parce que dans les organismes de formation, on avait l'habitude plutôt de faire euh, un peu une fête de fin, tu sais, c'est fini, on fait une fête, voilà. Et on se rend compte de plus en plus que dans tout un tas de dispositifs apprenants, faire une semaine à l'échelle de l'OF et de la durée de la formation, mais un démarrage intégratif, inclusif. Alors, il y a des outils de type, Sylvie en parle dans le chat, un atelier Speakbot, c'est-à-dire c'est avec des supports où les gens peuvent s'exprimer sur où ils en sont. Bon, il y a tout un tas d'outils de démarrage, des brise-glace élargies, on va dire, tu vois. Peut-être que je le ramène mal, c'est un peu dépréciatif, mais c'est dans tous les outils qu'on utilisera en formation de type brise-glace pour démarrer une séance, en fait, tu l'élargis à une journée, un temps où on va aller voir, on va l'enquêter. Moi, j'ai vu des visites d'espace aussi, tu vois, où les anciennes personnes, c'est les apprenants, c'est pas les formateurs qui faisaient visiter l'espace. Et des apprenants, même des enfants petits, hein, c'était dans un pays étranger, mais c'était des enfants petits qui embarquaient les gens, les nouveaux apprenants, visiter tout l'endroit. Et le fait d'aller visiter l'espace, c'est intéressant parce que tu parles de ce qui s'y fait. Et quand tu dis que c'est un tiers-lieu, ah ouais, on va pouvoir avoir des moments de convivialité, des moments de pause. Et donc, les anciens apprenants, parlant de l'usage du lieu, l'air de rien parle de pédagogie. Et du coup, tu le fais en déambulation, ce qui amène un autre climat et qui sort du côté justement un peu dans une salle, on me présente le dispositif. Et ça, on pourrait imaginer le faire dans les organismes de formation, même si tu n'as pas un tiers-lieu. Tu pourrais tout à fait travailler sur une présentation en déambulation pour parler des usages et mettre tout un tas d'informations sur le programme. Voilà, tu vois, ça m'amène à ça. Oui, il y a toujours plein de liens qui sont possibles. Et puis on peut transposer les pratiques, on peut adapter les outils.
D'ailleurs, enfin, je vois que dans le chat aussi, il y a des personnes qui nous partagent vos pratiques. Donc, vraiment, allez-y. C'est vraiment fait pour. Et puis, on prendra un temps un petit peu plus tard pour reparler de ça. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que vous partagez, évidemment, bah, il y a les outils, il y a des process, des notions, etc. Mais c'est surtout quel sens on y met, pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on cherche à produire. Et on voit bien, Maxime, au Jardin du Mille Pas, bah, j'ai vraiment le sentiment que vous réussissez à créer cette confiance et à créer, alors pas des ambassadeurs et des ambassadrices, en tout cas, mais si, c'est peut-être ça le terme, en fait, que voilà, les gens vont bah, parler entre pairs, donner envie de s'impliquer dans cette formation. Et je trouve que ça, c'est plutôt inspirant. Et je vois en même temps dans le chat Manuela qui parle de la notion de temporalité qui est intéressante, notamment dans l'ingénierie de formation. Et effectivement, bah, parfois quand on répond à des appels d'offres, le timing peut être très limité. Et oui, ça peut donner des injonctions paradoxales. Et je crois effectivement que le temps, bah, c'est souvent quelque chose. Et ben, on court après le temps très souvent. Mais voilà, je pense que l'importance aussi de prendre le temps de réfléchir au process, de mettre en place des choses, c'est toujours bénéfique sur le long terme. Et Je peux rebondir là-dessus ou pas? oui, bah oui, Sur la bien sûr. temporalité. Ouais, vas-y. Effectivement, là, on a répondu il n'y a pas longtemps à des appels d'offres. Et effectivement, on a 3 semaines, un mois pour répondre à, pour faire une proposition. Alors, on peut déjà prendre l'expérience d'avant, qu'est-ce qu'on a mis en place comme outil, et du coup le mettre dans l'appel d'offres. Et après, si c'est un appel d'offres sur plusieurs sessions, rien ne m'empêche de rentrer dans ce fameux cycle et de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais mettre en place pour améliorer ma session? Je pense pas que le commanditaire va retoquer si on change tel ou tel outil. Effectivement, on a quelque chose un peu théorique, on va créer avec notre expérience, les outils qu'on met déjà en place dans d'autres formations, qui n'est pas forcément propre à cet appel d'offres-là, mais les outils d'amélioration, d'évaluation, de cohésion de groupe, ce dont on a parlé juste avant, ça, c'est possible de le mettre dans l'appel d'offres. Et c'est après, effectivement, l'ingénierie pédagogique, j'ai envie de dire plutôt ça, c'est-à-dire les modules. Bon, bah là, la première version, effectivement, ça va être un peu court. Sauf si on arrive à envoyer un questionnaire à d'anciens apprenants et on arrive à avoir le retour dans les temps, mais ça me semble compliqué. Par contre, dans l'ingénierie de formation, qui est plutôt l'amélioration globale du dispositif, là, je pense qu'on peut s'inspirer de l'expérience d'avant et une fois qu'on est rentré dans le cycle d'amélioration continue, et si c'est pour plusieurs sessions, bah, ça peut en fait s'améliorer, je pense. C'est plus voilà, les aspects pédagogiques qui peuvent être plus compliqués sur les blocs de compétences, choses comme ça. Et puisque ça me renvoie, tu vois, au fait, si j'ai des boîtes à outils euh, pertinentes et modulaires, euh, je vais pas, l'idée, c'est pas de les caser dans l'appel d'offres, mais je vais avoir une agilité à bouger mes blocs de Lego. Et on évoquait ensemble, en plus, le fait de s'appuyer comme un système de révision permanent sur Calliope, qui est un peu angoissant dans les OF aujourd'hui. Et toi, tu dis, moi, ici, je tendance à dire Youpi Calliope. Alors, ça fait un peu bonnet, mais c'est l'idée de dire comment on peut se saisir, tu vois, d'un dispositif qui peut être perçu comme une norme externe, comme un outil de travail interne. Et on s'était rencontrés là-dessus. Donc, peut-être toi, tu peux évoquer ta position par rapport à Calliope. Allez, on y va dans Calliope. Euh, ouais, j'ai regardé en plus les chiffres il n'y a pas longtemps de qui prenait l'agrément ou pas. Et effectivement, les petits OF avaient tendance à pas y aller parce que c'était d'un point de vue administratif trop lourd, coûteux. Et du coup, bah, ils préféraient ne pas prendre Calliope et du coup, bah, de ne pas aller sur des financements publics. Donc nous, notre dispositif, de toute façon, c'était financé par la région et le ministère de la Justice sur la partie formation pour les centres pénitentiaires. On n'avait pas le choix, il fallait qu'on y aille. Tout le monde disait, c'est énorme, Calliope, tu vas voir, c'est un gros truc. Et effectivement,
Quand on a été formé à ça, la première fois, on a été formé par un organisme de formation. Bon, ben, il nous a donné des outils. Mais sauf que c'était des outils, un indicateur, un outil. Et nous, on s'est retrouvé avec ça, on s'est dit, mais comment on va faire? C'est pas possible, il faut qu'on soit plus efficient, plus efficace là-dedans, on va pas y arriver. Et quand je vous ai parlé tout à l'heure du DMO, alors moi, je connaissais pas ces termes-là, hein. C'est après qu'on ait fait l'étude de préfiguration, on a une collègue qui est arrivée et qui avait fait la formation, alors je la connais plus, hein, sur Rennes, qui était l'ingénierie de formation, coordination de dispositifs de formation. C'est là qu'elle arrive avec la théorie et je dis, OK, on va prendre ça et on va essayer de l'adapter à notre OF qui est petit et nous, on aime bien être organique, c'est-à-dire on s'adapte, on change, on améliore, un peu comme un écosystème, hein. L'écosystème, il a des perturbations. Bah, comment on résiste à une perturbation? On n'a plus de financement ou alors on a des problèmes pour le recrutement. Enfin, du coup, on essaie d'être assez malléable et nos outils qui vont répondre à Calliope, ben, on va en avoir un, notamment le DMO, euh, document de mise en œuvre. Au début, c'est fait que pour le suivi plutôt des stagiaires et finalement, petit à petit, on a rentré les intervenants, le suivi des intervenants, les aléas. Voilà, ça répond quand même à beaucoup de critères. Et du coup, on a maintenant des outils qui sont de plus en plus efficients parce que de session en session et de audit en audit, on améliore notre dispositif. Et quand on a passé notre audit de renouvellement il n'y a pas longtemps, on s'attendait à ce qu'ils nous prennent la dernière session. Ben non, ils ont fait quoi? Ils ont pris la session d'avant. Et là, au bout de 15 minutes, on a fait, oh, ils prennent la session 2023, comment on va faire? Et vu qu'on avait des outils qui étaient déjà bien pensés, et même si on n'avait pas la dernière version de nos outils, bah, ça a fonctionné et on a été résilient sur l'audit, quoi. Euh, L'auditrice a senti la maîtrise un petit peu des différents indicateurs et on n'a pas été en difficulté par rapport à cet audit-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut réussir à voir, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, le problème et la solution. Donc, Calliope doit être imaginé comme une solution pour améliorer ses outils en interne et d'essayer de ne pas avoir 36 000 outils, mais de plutôt l'adapter en fonction de son fonctionnement. Nous, on a vraiment un gros outil qui est le DMO, mais on va en avoir d'autres peut-être sur l'évaluation ou on a des documents qui nous clarifient. Quand on parle de procédures, hein, Calliope, c'est procédures, bah, quand on écrit toutes ces procédures, au moins on peut y revenir et dire, ah oui, comment on fait pour évaluer l'information? Ah oui, il y a l'évaluation du dispositif, il y a l'évaluation de ses connaissances, et du coup, dans un document, on va synthétiser tout ça. Mais si on commence à avoir un outil par évaluation, on n'a pas fini, quoi. Donc, ça, c'est important de le voir plutôt comme un aspect positif et d'essayer d'avoir vraiment des outils efficaces et résilients. On ne se retrouve pas en difficulté s'il y a un aléa, quoi. Voilà ce que je peux dire un peu sur Calliope. On a Merci. dit qu'on prenait le risque, hein. On s'est dit se faire engueuler sur Galoupi. Et par rapport à ce que tu dis, juste, il y a un auteur en ce moment qui est intéressant quand tu dis on aime bien être organique, résilient. Vous avez peut-être vu passer les théories de Olivier Hamant. Alors Hamant, je crois que c'est Hamant, qui décline la notion de robustesse opposée, si vous voulez, slash la notion de performance. Et la robustesse, c'est un peu ce que tu dis, c'est en gros notre corps, il est à 37 degrés parce qu'il peut supporter une fièvre à 40 et quelques, et sinon il pourrait être à 40 en fait, tu vois. Et du coup, il peut redescendre à 37, il n'a pas été dégradé. Donc la robustesse, c'est comment tu construis ton système de formation, enfin ton OF, pour qu'il soit robuste avec les différents aléas qui pourraient lui arriver et pas uniquement qu'il vise la performance. Donc, ces travaux sont très, très intéressants à suivre parce qu'on peut vraiment, alors il le décline sur LinkedIn, il a un site, tu vois, tu peux vraiment t'approprier déjà. Il a fait les petits bouquins. Je sais pas, cette collection, vous avez, c'est juste un discours d'une dizaine de pages et tu vas lire son premier discours sur le développement de cette notion de robustesse. Et moi, ça, j'ai lu ça il y a 2 ans, ça m'a vraiment éclairé, tu vois, ça va parfaitement avec ce que tu dis, performance versus robustesse, même si on est dans des dispositifs, on des injonctions à la performance. On peut arriver en travaillant sur les processus et surtout des démarches itératives comme ça, telles que tu les décris, proposer, quand il y a des audits, explicitement nos modes de fonctionnement et du coup pouvoir résister à ces injonctions de performance. Tu vois, il y a vraiment un truc.
Voilà, Olivier Armand, Robustesse. Je voudrais juste Merci ouais, beaucoup. rebondir justement sur la résilience. J'ai juste un petit 2, 3 minutes, mais ça me fait penser à ça sur les. Là, j'ai été confronté à ça sur un dispositif en qualification, dans le paysage, là pour le coup, où le coordinateur est tombé en arrêt maladie pendant plusieurs mois. Comment on fait face à ça? Donc, au début, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Bah, il faudrait que, en permaculture encore, hein, vous voyez bien, on parle que de permaculture, on dit un élément, enfin, une fonction doit être assurée par plusieurs éléments. Mais si la fonction de coordination de formation, il n'y a qu'un seul élément qui est en capacité de le faire, et que cet élément n'est plus dans le système, eh ben, il y a eu un gros couac cette année dans cette formation-là. Alors déjà, il faudrait avoir effectivement plusieurs éléments où le- là, il faudrait faire une coordination tournante, comme ça, tout le monde est en capacité de pouvoir reprendre en tout cas qu'il y ait plusieurs personnes qui soient en capacité de reprendre ces dispositifs-là. Et vu que la thématique, c'est les apprenants au cœur d'un dispositif de formation, on pourrait très bien imaginer des stagiaires ou des apprenants qui, on parlait tout à l'heure peut-être d'ambassadeurs, ambassadrices, ou alors on a des personnes qui seront en capacité de bien comprendre qu'est-ce qu'on fait tout au long de la formation, c'est quoi le fil rouge qui est en capacité de transmettre les informations au groupe, de faire le lien avec la coordination de la formation et de pouvoir être plus résilient, de dire, attendez, pourquoi il se passe ça? C'est parce que voilà, ils avaient prévu dans l'organisme de formation de faire ça. Je vous transmets l'information, donc un peu sur la communication, mais peut-être même faire des choix pédagogiques. Tiens, on vous propose ça, est-ce que c'est possible de le faire la semaine prochaine? On parlait de comité à un moment donné, de comité en interne, hein, vraiment, qui pourrait, pendant le dispositif, améliorer ou être vraiment une instance qui permette l'adaptation au cours d'une session, quoi. Nous, on l'a pas mis en place, ça, hein, on fait plutôt avec nos bilans hebdo, mais je me dis pourquoi pas avoir vraiment une petite instance qui permettrait cette robustesse ou résilience dont on vient de parler quand il y a des problématiques ou quand il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi il y a eu tel choix ou tel choix. La communication et éviter d'être en silo encore, mais d'être plutôt dans un écosystème avec différents éléments qui assurent justement l'ensemble de ces fonctions. Et les stagiaires pourraient très bien avoir aussi la fonction de coordination. Là, c'est bizarre ce que je viens de dire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, ça se travaille, et pareil, ça s'étaye, tu vois, c'est une histoire d'étayage des fonctions pour renforcer la possibilité de, et c'est une organisation institutionnelle des fonctions. Tu vois, il y a le double étayage et organisation institutionnelle des fonctions. Ouais. Il y a une personne dans le chat qui dit que certains, bah voilà, les points sont pertinents et que d'autres semblent parfois plus difficiles à appliquer parce que, bah, évidemment, c'est d'autres domaines. Justement, ça, on en avait parlé aussi voilà, pour aller doucement vers la conclusion du webinaire sur bah, les points importants, ceux qui rendaient agile, ceux qui pourraient, comment dire, bah, ceux qui pourraient être transposés et des choses qui pourraient être transférables, quelle que soit la taille des OF ou en tout cas les domaines. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? J'étais en train de regarder dans le chat Ouais, justement moi aussi, je le regardais. domaine Oui, des solutions techniques à l'aide de logiciels 3D industriels. Effectivement, c'est pas du tout mon domaine. Non, mais Alors, je ne sais attends, pas sur quel pardon. point c'était plus compliqué, justement. Si on peut avoir une précision là-dessus, Oui, moi je veux bien. ouais. oui. Valérie, si vous voulez bien. Et Sylvie, en attendant, te rassure, Maxime, et dit ce n'est pas bizarre, ça relève de ce qu'on appelle l'organisation apprenante. Oui, ça c'est intéressant à creuser aussi. Dans le chat, je nous mettais qu'il faut creuser les méthodologies de l'éducation populaire. Donc, il y a des sites de l'éducation populaire très bien faits dans lesquels tu as des outils en libre accès. Et c'est important que tu les reprécises parce que là, ça nourrit des postures et des méthodes de mise au centre de la personne qui s'érige, si tu veux, avec les compétences dont on a parlé, tu vois, d'autodétermination, etc. Et après, l'organisation apprenante, c'est tout un courant aussi de méthodo qui a développé ces outils, les postures. Donc, il y a deux choses à creuser que si on refaisait
un travail là-dessus, ben, c'est ça qu'on irait creuser, tu vois, l'organisation apprenante et l'éducation populaire pour éclairer tes pratiques. Euh, Merci, je prends note, hein. Peut-être que c'est que Valérie a dû nous quitter, donc on n'aura pas forcément la précision sur ces points-là. Mais en tout cas, bah, merci à toutes les personnes pour vos partages dans le chat. On a encore quelques minutes hein, pour prendre vos impressions, pour prendre vos envies. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce qu'il y a des choses, vous vous dites que vous pouvez vous les approprier, les transposer? Je reviens aussi sur bah, les éléments qu'on s'était dit, que tu as évoqué un petit peu, Maxime. Tu en parlais aussi au début, l'importance d'avoir un fil rouge, d'avoir une interconnaissance entre formateurs et formatrices. Je pense que là aussi, quand tu parlais de résilience et du fait de pouvoir aussi, alors non pas interchanger les personnes, mais en tout cas bah, s'adapter face aux imprévus, ça c'est important aussi. Donc, je peux justement rebondir là-dessus, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, et puis j'en ai reparlé la semaine dernière aussi à la région Bretagne, qui est venue sur le site. Effectivement, ce qui va être important, c'est que le stagiaire, il ait bien la vision en tout cas, de où on l'emmène, même s'il n'a pas tout le détail. Mais j'ai eu cette remarque encore dans un gros OF où il dit, moi, un stagiaire me dit, moi, ça va, j'ai réussi à faire le lien entre les différents blocs, mais il y a d'autres stagiaires, ils étaient paumés et ils n'arrivaient pas à comprendre le lien, pourquoi on faisait ça à tel moment. Et du coup, de leur exposer vraiment un fil rouge et où est-ce qu'on les emmène, mais aussi de leur dire qu'il faut nous faire confiance aussi, ça, c'est important. Et donc ça, c'est plutôt voilà, pour les stagiaires apprenants. Et ensuite, d'avoir de l'interconnaissance entre les différentes personnes qui va intervenir dans le processus de formation. Ça, c'est important. Souvent, on a du mal aussi dans les gros OF à faire des temps de cordeau et réguliers pour essayer de bien se coordonner et qui fait quoi. Ah oui, toi, tu fais ça à ce moment-là. Ok, moi, je vais faire ça avant. Et des fois, il y a des couacs. Ça arrive souvent. Ah ouais, mais on a déjà vu ça. Ah ouais, vous l'avez déjà vu. Mince, on ne s'est pas bien coordonné. Donc, comment on arrive à mettre aussi des instances entre formateurs, entre blocs de compétences pour qu'on arrive à avoir vraiment l'animation de ce fil rouge et qu'il n'y ait pas des couacs à un moment donné, quoi. Et ensuite, il y a effectivement, à une échelle encore plus importante, c'était à l'échelle du territoire, comment on arrive à se coordonner pour que, tiens, telle personne voudrait se former à ça, mais le référentiel pédagogique ne répond pas à cette demande-là, comment il va pouvoir rentrer dans un autre parcours avec un autre OF, et du coup d'avoir la vision aussi système, on va dire, mais à l'échelle du territoire. Alors ça peut être, nous, c'est parce qu'effectivement, on est sur le terrain et on n'a pas forcément des formations à distance, mais où est-ce qu'il va se diriger après et qu'on soit vraiment en lien entre OF sur une thématique ou sur un parcours. Et que vraiment, voilà, moi j'ai présenté comme un arbre, il y a les racines, les envies, ensuite il structure vraiment son projet pro, et ensuite il a différentes branches, et donc il va aller solliciter ces différentes branches, quoi, mais qui ne reste pas forcément que sur une seule formation. mm, mm, ouais. Mm. Merci pour toutes tes métaphores de la nature. Ça donne envie. Oui. Est-ce que Marie-Christine, tu veux revenir sur quelques points pour conclure Ouais, moi, je m'étais notée parce que c'est pas évident les transpositions, tu vois, dans un OF, pas celui-là, du coup, comment je fais pour chez moi. Et je m'étais trouvé 5 points, tu vois, qu'éventuellement on pouvait transposer. Bon, on arrive un peu tard parce que du coup, on ne pouvait pas trop réagir dessus. Mais déjà, le cadrage au collaboratif dès le début, et si je peux en amont, mais au moins dès le début de la formation. Une activité où on va exprimer les attentes, les besoins, les préférences, on l'a déjà dit, mais c'est bien de penser ce temps alors on l'appelle inclusion, j'aime pas trop, de fabrication du collectif peut-être, tu vois, tu faudrait que tu trouves une métaphore de la nature. Voilà. Après, le rituel de bilan hebdomadaire et participatif, je trouve qu'il est super intéressant et que ça, quelle que soit la taille de l'OF et les participants qui l'animeraient, comme il est très autogéré, comme tu le disais, par le groupe, ça vaut le coup avec des outils de discussion ouverte, fiches papier, de pads collaboratifs. Les outils, on peut les inventer, tu vois. Si tu as un pad collaboratif, hop, ça peut faire la suite sur les autres. Ma troisième idée, c'était ton idée là de
mini comité apprenant. Tu vois, on pourrait créer un mini comité apprenant volontaire avec justement, là, c'est un peu, des fois, tu as des associations, tu sais, dans les masters d'élèves. Donc là, ça serait un peu pareil. Ils viendraient représenter le groupe dans des temps d'échange de l'équipe pédagogique pour faire remonter les ressentis et les réajustements. Bon, c'est un peu la fonction de ton bilan, mais c'est une autre modalité. Enfin, on peut avoir les OF plus facilement, en fait. L'invitation des anciens stagiaires à témoigner, ça, je pense que ça pourrait vraiment se faire. Mais je me suis même mis les inviter à co-construire la session d'après avec l'équipe des intervenants. Enfin, tu vois, c'est-à-dire non seulement ils témoignent auprès des apprenants, mais ils pourraient co-construire avec des intervenants. Et après, je m'étais mis, on pourrait prévoir des espaces-temps de co-construction des supports pédagogiques. C'est-à-dire qu'à des moments du parcours, euh, les contenus et les outils pourraient être construits ensemble, des exemples à inventer, des synthèses collaboratives, des canevas de projets personnalisables, où du coup, tu vois, ça va valoriser l'intelligence collective et ça va renforcer l'engagement dans les apprentissages. Mais ça peut être bon pour chez vous aussi. Sylvie dit la fabrication de communs, tout à fait. Fabriquer des communs et du coup, ces communs peuvent être fabriqués avec les formateurs et possiblement, comme tu le disais, transmis comme héritage finalement à ceux qui suivent. J'aime bien cette idée aussi de transmission en héritage. Voilà en gros mes 5 pistes éventuelles de ce qu'on pourrait appliquer dans un OF qui ne serait pas le tien. Voilà. Ça me donne envie hein, de mettre en place justement le quatrième point, inviter d'anciens stagiaires. Alors, on le fait à témoigner, mais là, tu disais dans la co-construction de l'ingénierie pédagogique. Nous, Ouais. on le fait avec effectivement le bilan à la fin, les partenaires, on a acté des propositions, mais c'est bien le copil en interne qui met en place dans l'ingénierie pédagogique. Mais en fait, on pourrait les inviter 2 mois après, ce fameux comité éventuellement apprenant, disant voilà, on vous sollicite à une réunion pédagogique, on va finaliser le programme pour l'année prochaine, on a pris en compte toutes les parties prenantes et allons-y, on va produire quelque chose ensemble avant de le communiquer et dire voilà, pour les prochains stagiaires, ça sera ça. Et ça serait génial. Je pense qu'on va essayer de. Ah, super, tu vois, on y pense maintenant. Et du coup, tu les mets en ton produit, tu le mets en logique usagée. Donc, eux, ils vont démarrer le parcours tel que tu l'avais imaginé, s'imaginer le suivre et te faire un retour sur qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui est peut-être un peu rêche à des moments. Et tu as une préfiguration, tu vois, du parcours usagé avant de le soumettre en vrai aux usagers. Comme quoi, tu vois, on peut encore avancer dans la co-construction par rapport à ce que tu disais. Génial. Et puis notre objectif aujourd'hui, c'était que les personnes qui nous écoutent repartent avec des idées, des actions, des choses qu'elles pourraient mettre en place. Et Maxime, bah, du coup, toi aussi, tu repars, Ouais. tu nous as donné beaucoup de choses et tu repars avec quelque chose aussi. On a encore quelques instants. Milena vous a mis un fichier dans le chat avec un maximum de liens de ce dont on a parlé. Merci beaucoup aux personnes qui ont proposé des liens aussi. Je vais les mettre en forme pour vous les transmettre aussi par la suite. En tout cas, on a encore 2-3 minutes. Manuela, vous dites, je pense à la notion de servuction. Je ne connais pas, mais en tout cas, bah, pendant ces quelques instants, j'en profite pour vous donner quelques petites informations aussi. Le replay sera disponible sur le site du greffe. Merci beaucoup, je reviens dessus après. Donc le replay sera disponible sur le site du greffe. Et tout à l'heure, Maxime, tu disais que lorsque vous demandiez du feedback aux personnes, souvent vous aviez l'impression d'avoir que des retours négatifs. Je plonge là-dessus pour vous dire qu'on envoie un questionnaire de satisfaction à la fin de nos actions. Ça nous permet de nous améliorer. Et donc gardez ça en tête et faites-nous des retours aussi sur les choses positives. Ça nous aide beaucoup.
Et donc, merci, je reviens. Donc, c'est la contraction des mots service et production. C'est le terme qui désigne le processus spécifique de production d'un service. Ce processus organise les contributions humaines et matérielles de toutes les parties prenantes, les clients, le front office, le back office du prestataire. Super. Très bien. Bah, Troisième piste à creuser. c'est ça, ça nous fait une piste à creuser. Eh bien, merci beaucoup Marie-Christine, merci beaucoup aussi à Maxime, merci à Milena. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces webinaires. Et puis, on donnera accès donc au replay, à un article. Et puis, je vais recompiler, enfin, retravailler, peut-être avec un mur numérique, les différents liens et les ressources dont on a parlé. Merci beaucoup Et tout le c'est monde. vrai que c'était un plaisir de faire à deux voix comme ça, qu'on avait un peu préparé. Mais tu vois, il y a des surprises, des thèmes auxquels on n'avait pas pensé et qui amènent des réactions. C'est rigolo aussi, ce ping-pong semi-préparé. En tout cas, c'était Ouais. un je vous Ouais, remercie. c'était chouette. Merci Bah oui, beaucoup. merci à vous et puis merci pour tout ce temps-là, le temps de préparation. Et effectivement, on pourrait continuer à en échanger pendant longtemps. Je pense qu'il y a plein de choses qui continuent à émerger. Ok, Bon, merci, à bientôt. merci. Au revoir tout le monde. À très bientôt. Merci.